Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Ma Petite Entreprise. Merci à Eric de m'accompagner dans cette aventure. Nous recevons aujourd'hui Séverine Cachot, présidente d'Imatera, mais également salariée de ce beau collectif que tu vas nous présenter tout de suite. Et en quelques mots, déjà merci de nous avoir rejoints. Imatera, c'est une SIP Bip. C'est quoi, une Société coopérative d'intérêt collectif, une SIC. Une SIC, presque. Une SIC Qui était presque. qui est une forme de scope. Exactement. Voilà, donc tu vas nous en parler tout à l'heure, puisqu'on va parler de gouvernance, on va parler aussi de management. Et le modèle coopératif est hyper intéressant pour nous. Comment ça va, Séverine ? Super bien. Déjà, bonjour à toutes et à tous. D'accord. Je suis ravie d'être là. Pareil, Ah bah, on est super. ravis Un de bon t'accueillir. Ouais, c'est super. Est-ce que tu peux nous parler des livres que tu nous as amenés ? Déjà Oui, Euh, c'est un À moins que tu veux qu'on finisse avec les livres, mais bon, on fait comme tu veux. Hein. Pas de souci. Et pourquoi surtout tu nous amènes ? Donc, je vous les montre tous. Ouais. Alors, je vous ai pris un livre qui vient de sortir il n'y a pas longtemps de Charlène Descolonges, qui est une hydrologue spécialiste de la régénération, de l'hydrologie régénérative, et donc qui s'appelle L'eau, fake or not. Et donc c'est un enjeu hyper important parce qu'on a une réelle problématique de l'eau. C'est une des limites planétaires que nous avons dépassées. Et donc sans eau, l'ensemble de nos activités personnelles et professionnelles ne pourront plus se réaliser. Donc c'est un petit livre très sympa, très facile à lire, très bien illustré et avec plein d'éléments très techniques et en même temps très facile d'accès. Un deuxième livre qui est hyper incontournable que tu connais, Eric, que je connais, que j'ai lu. Ouais. De Timothée Paris, qui s'appelle Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance. Alors la décroissance, ça fait peur à tout le monde. Oui. Et en fait, il ne faut pas en avoir peur, mais au contraire l'aborder de manière très positive et très opérationnelle, à hauteur de femmes et d'hommes. Et on a tous cette possibilité-là, donc c'est super top. Et puis un autre livre un peu plus fourni en termes d'éléments de connaissances et de réflexion philosophique, qui s'appelle Changer de boussole, et qui aborde aussi la question de la croissance, et avec une entrée liée à la pauvreté. Nous n'arriverons pas à continuer à croître comme nous le faisions aujourd'hui sur des modèles économiques classiques si nous n'intégrons pas la problématique des limites sociétales, sociales liées à la pauvreté. Et donc faire face aux enjeux environnementaux sans intégrer cette question de la pauvreté nous mettra dans des situations très compliquées encore davantage demain. Et puis un petit livre très sympa, illustré, qui s'appelle Paysans, le champ des possibles, qui a été réalisé par Marie-France Barrier, Céline Gandner et Marie Jaffredo, qui est un livre illustré sur l'importance des sols, des agricultures, qui ouvrent des champs des possibles par rapport aux enjeux eau, carbone, biodiversité, modèles économiques. Donc c'est une petite perle, on peut le lire à tout âge. Super. Super. Merci, Du coup, qu'est-ce que ça t'évoque en fait tous ces livres par rapport à ton engagement ? Tous ces livres sont hyper alignés avec mes valeurs personnelles, sont hyper alignés aussi avec le fil rouge que j'ai construit tout au long de mon parcours professionnel et personnel. C'est assez corrélé. Et donc, les enjeux de l'accompagnement au changement de comportement, l'accompagnement au changement face aux chocs et aux crises potentielles qu'on peut vivre, quelle que soit notre implication professionnelle ou même personnelle. Tous ces livres-là en fait, font écho aux valeurs qui sont les miennes et à mes engagements professionnels. Dans cette idée qu'on ne peut pas seul trouver des solutions et avancer de manière positive dans des métamorphoses qui seront utiles au plus grand nombre. Donc voilà, je suis assez alignée avec ces livres-là. Et du coup, ça parle de coopération, hein, Paul ? La coopération, qu'est-ce que c'est pour toi ? Quelle définition tu en donnerais ? La coopération, pour moi, c'est bien coopérer. Donc il y a une idée d'être très opérationnel, d'être concret, d'essayer, d'expérimenter, de rater des marches s'il y en a, de prendre peut-être un raccourci qui n'en est pas un au départ, mais qui va quand même nourrir le chemin. Et donc coopérer, c'est faire ensemble un chemin où on réunit la force, le patrimoine, le trésor, l'envie, ses connaissances, ses compétences au service d'un projet plus grand que soi. Donc, c'est comme une quête qu'on partagerait avec d'autres. Donc c'est pas forcément très chevaleresque,
même si on a le mot quête. Mais c'est partager nos ressources, notre énergie. Alors c'est un modèle qui existe depuis quand même de nombreuses années, Oui. Qui est, selon moi, qui a été très stigmatisé dans Ouais, coopératives agricoles, tous les trucs comme ça. Aujourd'hui, ça se développe, je pense, de plus en plus, et du moins sur des secteurs d'activité qui sont complètement différents. On a un petit peu échangé à ce sujet. C'est un projet que j'ai peut-être moi aussi en interne. C'est une coopérative qui peut être appliquée absolument à tous les modèles. Qu'est-ce qui diffère une coopérative d'une entreprise à mission ? Parce que tu parlais de l'objectif, ça m'a fait écho un petit peu à l'entreprise à mission, Eric, dans le sens où le projet est plus grand que nous et il nourrit un intérêt commun. C'est un petit peu aussi une chose qu'on peut évoquer en entreprise à mission. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Elle n'était pas prévue celle-là. Non, elle n'était pas prévue. Moi, je m'y attendais bonne pas. Cette question. Ouais. On peut être entreprise à mission et donc contribuer à un bien commun plus grand que soi ou que nous. Et c'est pas pour autant qu'en termes de gouvernance, on aura co-construit et on mènera ce projet ensemble en réunissant l'ensemble des parties prenantes de sa chaîne de valeur, de sa proposition de valeur. Donc le top du top, s'il devait y avoir un top du top, ce serait d'être entreprise à mission avec une gouvernance en coopération. On peut, tout à fait. L'entreprise à mission, c'est important de le dire, parce que souvent l'entreprise à mission, dans le cadre juridique de l'entreprise à mission, c'est très mal compris en fait. C'est qu'une fonction supplémentaire. Dans les statuts. Dans les statuts. En fait, comme la SCOP au final. Tout comme la SCOP. Voilà. On peut être une société coopérative ou une société coopérative d'intérêt collectif. Excuse-moi, on dit SCOP, on va dire une coopérative à la place. On va changer la sémantique. SCOP ou SIC, en fait, c'est une forme de gouvernance qui est intégrée dans ces statuts, mais on a une forme juridique qui est aussi SAS, SA. Et il y a vraiment le modèle économique classique, entre guillemets, et une forme de gouvernance un petit peu plus touchy en termes de défis, de posture, de manière de travailler ensemble et de stratégie aussi. Comment est-ce qu'on construit une stratégie de développement d'une organisation ? Et donc, on peut être une SCOP ou une SIC en étant SA, SAS, tout en étant également entreprise à mission. Donc, en fait, c'est comme les Pokémon. Hein. Exactement. Et c'est des évolutions. Et ce qui est, il me semble important pour moi, c'est pas tant le statut officiel, c'est ce que t'en fais. mais c'est ce qu'on en fait. Ouais. Et c'est quelle est la raison d'être qui nous guide dans ce projet collectif, ce projet social, sociétal, je dirais même sociétal. Donc c'est plutôt quelle est la raison d'être qui nous guide dans ce projet sociétal, qu'est-ce qu'on en fait et comment on le fait ensemble avec d'autres pour contribuer à quelque chose de positif qui s'intègre dans une bifurcation incontournable. Aujourd'hui, on ne peut plus faire comme avant. Donc, on a moins de moyens, moins de ressources premières, moins de ressources humaines, ou en tout cas, les ressources humaines ont des besoins différents. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réunir nos forces et comment est-ce qu'on fait pour fertiliser nos regards ? C'est pas qu'on perd de l'expertise, mais c'est comment est-ce qu'on s'entoure d'une expertise complémentaire pour contribuer à quelque chose de plus grand, à des communs. J'aime bien cette idée de commun. C'est ce que propose Imatera, d'accompagner des entreprises vers cette transition d'une partie de ces activités ou de toute l'activité. En fait, donc Imatera, on est une SIC et effectivement, on accompagne les acteurs privés comme les acteurs publics, de toute taille, de toute filière, de toute activité, vers ces transformations économiques. Alors, économique, ça ne veut pas dire financière, monétaire uniquement. Souvent, on réduit l'économie à la partie financière. C'est pas un mal, hein. On a besoin d'économie, on a besoin de finances, mais ce n'est pas que ça. Donc c'est l'économie au sens large. On va regarder l'efficience environnementale, l'efficience sociale, l'efficience d'usage et l'efficience monétaire. Donc nous, on accompagne ces transformations et on active des coopérations au service de ces transformations, de ces bifurcations économiques, pour que les acteurs soient les plus soutenables, les plus durables, les plus résilients, ensemble, en faveur d'un territoire, en faveur des organisations des uns et des autres. Ça a toujours été le cas ou c'est... Est-ce que ça a toujours été le cas ? Ça a toujours été le cas chez Imatera. Au moment où on s'est créé, on n'était pas une SIC, on était un collectif de dirigeants. Vous parliez de l'économie de la fonctionnalité ? Oui, on parlait de l'économie d'usage ou de l'économie de la fonctionnalité, de la coopération. C'est un des 7 piliers de l'économie circulaire. Et c'est plutôt comment est-ce qu'on repense nos modèles économiques pour qu'ils soient alternatifs. Qui soit moins basé sur on se rémunère au volume, plus on vend, plus on gagne. On sait aujourd'hui
que ça ne fonctionne plus parce qu'il y a une raréfaction des ressources, il y a une finitude des ressources premières. Et on sait aussi que les salariés, les acteurs ont peut-être envie de faire autrement. Et puis parce qu'on a des chocs et des crises géopolitiques, sanitaires, liées au changement climatique, liées à l'effondrement de la biodiversité. Donc c'est faire mieux autrement avec moins. Et donc ça nécessite de repenser ces modèles et peut-être de mieux valoriser les impacts que les uns et les autres génèrent, les impacts positifs. Quand tu parles de modèles, est-ce que ça implique de changer des référentiels et si oui, quel référentiel ? Oui, c'est sortir des modèles classiques, donc je vends, je me rémunère, je rétribue mes fournisseurs, mes distributeurs, mes clients intermédiaires, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on met en commun nos patrimoines immatériels pour venir concourir à des objectifs liés à l'eau, au carbone, à l'effondrement de la biodiversité, à la création de l'emploi, à l'insertion des jeunes, à la montée en compétences des salariés, au bien-être sur un territoire, à la santé environnementale. Donc c'est vraiment des enjeux plus grands que l'activité première de l'entreprise ou de l'association ou de la collectivité qu'on accompagne. Donc c'est bien comment est-ce qu'ensemble, on réunit des trésors, des pépites, humaines ou matérielles ou expertise, au service d'enjeux sociétaux en fait. Ce que j'entends, c'est que ça va au-delà de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est dans un management d'une coopération de différents acteurs. Hein, c'est ce que tu portes. Oui. Comment aujourd'hui, quelles difficultés par rapport à ça vous rencontrez quand Des peurs. Ouais. Beaucoup de peur et de crainte parce qu'on a été éduqué sur le secret d'entreprise, la concurrence, des principes assez naturels et humains, classiques. Et puis on est éduqué, même dès le début à l'école ou même à la crèche, à cette compétition et pas tant à cette coopération. Donc il y a des cultures qui sont un peu plus ouvertes que nous sur ces sujets-là. Mais on reste quand même dans ce prisme de la compétition et pas tant de la coopération. Or, il y a plein de citations, plein de proverbes qui nous confirment et plein de retours d'expérience qui nous démontrent qu'ensemble, on trouve des solutions et de manière plus pérenne, plus soutenable. On réunit des forces, on fait de l'économie d'échelle. Financière mais humaine, stimulation aussi, stimulation intellectuelle. Je rajouterais une chose, c'est on crée du lien et avec le lien on se remplit d'un bonheur intense. Exactement. Nous on parle beaucoup chez Imatera de transition heureuse, de plaisir, on en parlait tout à l'heure. Plaisir, désir, c'est des mots qu'on utilise quasiment jamais en entreprise. Et c'est sûr que nous quand on parle de plaisir, désir, transition heureuse, dans des grands groupes que l'on peut accompagner ou même chez des artisans, c'est pas du vocabulaire qu'on utilise dans le monde de l'entreprise. Non, et du coup, comment c'est accueilli par exemple dans les grands groupes où on peut avoir des intérêts capitalistiques qui ne sont pas forcément dans le plaisir comment c'est accueilli ? Alors déjà, on n'en parle pas tout de suite, mais on est assez à l'aise pour poser, et on le dit dès le début de notre accompagnement, ou en tout cas en amont, quand on fait une proposition d'activation, de transformation, de bifurcation, on prévient qu'on va poser des questions un peu différentes. On pose beaucoup de questions chez Imatera. Donc, on n'est pas apporteur de solutions, on n'est pas consultant, on n'est pas un bureau d'études, on pose beaucoup de questions et on crée l'espace et on accompagne les acteurs pour qu'eux-mêmes trouvent des solutions ensemble. Et donc, on pose beaucoup de questions pour soulever les tapis, ouvrir des tiroirs, des commodes qui ont été un peu fermés à clé. Donc, on vient challenger, chatouiller, gratter là où on n'a pas forcément l'habitude de regarder de cette manière-là. Donc, on pose beaucoup de questions et on met en situation d'expérience, d'expérimentation. Et finalement, les acteurs que l'on accompagne expriment très facilement qu'ils ont passé un bon moment. C'était un vrai plaisir de découvrir des fournisseurs, des distributeurs, des clients intermédiaires, des clients finaux d'une autre manière. En fait, ces vocabulaires-là, ces mots de vocabulaire apparaissent d'eux-mêmes en fait. Parce que c'est un moment nouveau, un moment où on revient au centre en fait. On réaligne et on recentre les acteurs. On est dans une période où il y a énormément de greenwashing, de
RSE washing, je crois que j'avais déjà employé ce terme, où c'est à la mode de faire de l'écologie, c'est à la mode de faire du social, c'est à la mode de prendre soin des salariés, sans forcément le faire pour les bonnes raisons. Tu parlais des grands groupes, il n'y a pas du tout de chasse aux sorcières sur les grands groupes, mais c'est souvent des tests qui sont proposés sur des services, des microservices pour se donner bonne conscience. Aujourd'hui, tes clients, tu nous as dit, sont très éclectiques, petite, moyenne, grande entreprise. Comment tu vois l'impact de votre action sur ces différentes tailles d'entreprise ? Oui. Déjà, tous les clients ou potentiels clients qui viennent nous solliciter, on ne les accompagne pas forcément. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez ? C'est pas qu'on les choisit, mais on s'assure qu'ils sont prêts, ouais. Et qu'ils sont vraiment alignés dans cette envie d'explorer des choses différentes. Notre intention, c'est pas de complètement changer le modèle économique d'un coup. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils continuent à employer leurs salariés, parce qu'ils sont un acteur économique de leur territoire. Ils ont besoin de continuer à contractualiser et à honorer les contrats qu'ils ont avec leurs distributeurs, leurs fournisseurs, l'ensemble des acteurs de leur chaîne de production. Donc on n'est pas là pour du jour au lendemain transformer. Mais on prend un pan et on identifie un pan de l'activité avec cet acteur économique pour expérimenter et les accompagner dans leur montée en compétences pour qu'ensuite ils soient autonomes. L'idée, c'est qu'on ne soit pas vitam aeternam et qu'ils puissent basculer d'autres pans de leur activité. Et nos questionnements vont aller challenger l'intention profonde du dirigeant et d'une équipe interne. On n'accompagne jamais un dirigeant tout seul. On va challenger l'intention profonde, l'objectif profond de pourquoi, quel est son objectif de changement, quelles sont les grandes ambitions qu'il vise et s'assurer qu'il est prêt, qu'il a la posture, qu'il est prêt à sortir de sa zone de confort pour impulser quelque chose. Ça, c'est un premier prérequis. Parce que sinon on va le mettre en tension, on va mettre ses équipes en tension et il ne prendra pas de plaisir et ce ne sera pas une transformation positive. Et ensuite, tout au long de cette activation de coopération et cette émergence de modèles économiques nouveaux, il va se faire sur mesure. Donc on n'a pas un accompagnement qui ressemble à un autre. Donc on part vraiment des hommes et des femmes et de l'activité et de cet écosystème pour impulser un changement. Et on va co-construire avec l'ensemble de ces acteurs des indicateurs qui vont nous challenger, nous, dans notre mission d'activation, et eux-mêmes. Et donc, on va créer de la co-responsabilité, des contributions partagées, et on va se challenger au fur et à mesure pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Et donc, ça nous permet aussi de s'assurer que tout le monde est bien investi dans cette transformation et qu'on y va pour les bonnes raisons. Oui. Ouais, non, mais ça me fait penser en fait à ce qu'on évoquait sur la finalité et le chemin pour arriver à cette finalité. Et ce que tu es en train de dire, c'est que si vous sentez qu'en fait, pour cette finalité, l'entreprise ou les parties prenantes de l'entreprise ne sont pas prêtes, vous n'y allez pas, quoi. Non. Parce que ça ne sert à rien. On va peut-être y aller, mais de manière un peu sous-dimensionnée par rapport à l'objectif premier. On va plutôt accompagner ce changement, en fait. Et accompagner ce changement, c'est essayer un petit peu, se réajuster. Et si sur cette brique-là, ça ne fonctionne pas pour plein de raisons, ils seront quand même montés en compétence, oui. Ils se seront outillés, ils auront compris la démarche et ça pourra être transféré sur autre chose. Mais s'il y a des éléments de réticence, des points de fragilité dans l'entreprise qui font qu'il faut d'abord régler ça avant d'impulser un changement, alors on mettra un stop à l'accompagnement, on fera des préconisations. Oui, et puis je pense qu'il faut aussi que la boîte soit prête aussi Exactement. économiquement de le supporter. C'est-à-dire qu'il Alors, financièrement ou économiquement ? Les deux. Les deux, ce qui est deux choses différentes, mais il faut avoir la robustesse pour opérer le changement. C'est-à-dire que... Alors oui, et en même temps, Non. on a accompagné des acteurs économiques qui étaient dans des situations financières très très compliquées, en liquidation notamment, et qui ont vraiment retrouvé un souffle. Ça leur a permis de redéfinir ou de définir plutôt leur raison d'être, et donc du coup de définir et d'intégrer cette raison d'être dans leur modèle économique. Donc de définir une stratégie de réajustement, d'adaptation ou de développement alignée avec leur raison d'être. Donc ça leur a permis de prioriser leurs axes de développement ou de stratégie, ou là, en l'occurrence, une liquidation judiciaire, il fallait vraiment
Il fallait vraiment réorienter le marché, se réaligner, honorer certains contrats. Donc ça a permis à toute l'équipe de poser la charge mentale, de reprendre de l'air, de prendre de la hauteur, de regarder différemment et de se dire non mais là notre plus-value elle est là quoi. Et c'est là où on a envie de faire résonance, c'est là où on a envie de rayonner, notre écosystème il est là, arrêtons de nous disperser et soyons au plus proche de nos valeurs et de ce qui a guidé au départ la création de notre activité. Mais comment se dit aujourd'hui parce que je vais faire une aberration. Je vais dire une aberration. Quand tu es en liquidation ou que tu es un peu au pied du mur, c'est plus facile de se réinventer parce que tu n'as pas le choix. C'est pour ça que je modère ma pensée. Mais on va dire que ta manière de faire ou tes événements externes ont fait que tu arrives à une situation dangereuse. Parce que pour moi, une liquidation, c'est pas... Une fois que c'est liquidé, mais avant la liquidation, quand le tribunal te fait encore confiance, on te donne l'opportunité de faire différemment. C'est pas plus facile, faut pas dire ça, mais tu as moins le choix de te réinventer quand t'es dos au mur. La question va se porter sur les entreprises qui n'ont pas cette contrainte, qui sont en bonne santé financière, même avec un bon lien social d'entreprise, donc il n'y a pas vraiment de je vais schématiser, mais je veux dire tout va bien, le marché se porte bien, les employés sont heureux, sont bien rémunérés, les parties prenantes se respectent, etc. Pourquoi les entreprises ou tu disais tu disais pas les entreprises, tu avais un mot vachement plus sympa. Parce que c'est pas que les entreprises, mais les acteurs économiques devraient se réinventer. Alors, je vais quand même revenir sur l'entreprise qui peut être en situation de redressement judiciaire. On en accompagne très peu. Pourquoi ? Parce que le temps est très court. Or, nous, on est sur un accompagnement long. Il faut retisser du lien. Long, c'est quoi ? Alors, ça dépend des entreprises, ça dépend ce qu'elles ont déjà engagé. T'as plus de 6 mois, quoi. Ça peut aller de 4 mois à 1 an, 18 mois. La moyenne, c'est ça, quoi. Oui, et on peut très bien intervenir uniquement auprès du CODIR ou du COMEX, donc plutôt les comités de direction, pour impulser de la prospective, une stratégie un peu différente. Donc c'est un premier pas. Mais je reviens à l'entreprise qui est en redressement judiciaire. Le délai est très très court. Et puis elle a plein de choses administratives, financières, juridiques, judiciaires à régler. Et l'équipe et le dirigeant n'ont pas forcément l'état d'esprit. Le dynamisme. Voilà, il y a un besoin de sécurisation, il y a un besoin de bien-être qui est très important. Donc, c'est pas tant nous qui sommes Imatera les plus adaptés parfois dans cette situation. On l'a fait. C'est dommage parce que ça serait là que ça serait intéressant. Alors, on l'a fait parce qu'on sent que l'équipe, on sentait qu'il y avait des valeurs humaines, un engagement dans la filière dans laquelle les entreprises étaient. Donc, on sent que c'est possible. Mais c'est pas tout le temps. Donc c'est vraiment du sur-mesure. C'est mieux quand même quand l'entreprise va plutôt bien quand même, parce que il faut. Nous on vient décaler le regard. On est bienveillant dans nos questionnements, mais on vient quand même challenger, pousser les acteurs dans leur retranchement avec beaucoup de bienveillance. Et on vient questionner des choses très personnelles et collectives. Donc ça remue quand même dans l'entreprise. Le rôle des uns et des autres, la contribution, la co-responsabilité, qu'est-ce qu'on génère en termes d'impact positif ou négatif. Des fois, ça peut renvoyer des choses qui sont parfois un peu foudroyantes pour certains, parce qu'ils ne mesurent pas quels sont les impacts qu'ils peuvent générer ou même qu'ils peuvent subir inconsciemment, notamment les impacts négatifs. Donc aujourd'hui, dans une société où on parle beaucoup d'éco-anxiété par rapport à l'écologie, par rapport au changement climatique, on vient soulever des sujets qui peuvent être très, très questionnants. À quelle hauteur, finalement, tu viens contribuer au bordel, quoi. Exactement. Et on peut très bien avoir, on rencontre des salariés qui sont très engagés dans leur vie personnelle, mais qui, à côté... Mais qui, professionnellement, n'ont pas cette mesure de l'impact qu'ils génèrent. Donc on peut très bien... c'est Cyril Dion qui dit ça. On peut très bien travailler à Monsanto, et je ne veux pas faire de focus, mais quand même, on peut très bien travailler à Monsanto tous les jours et y aller à vélo. Oui, c'est bien d'y aller à vélo. Mais bon, est-ce qu'il faut continuer à travailler chez Monsanto ? Je ne sais pas. Donc voilà, on vient soulever des questions d'entreprises, d'acteurs économiques, mais qui viennent toucher la raison d'être individuelle.
Moi, ça résonne beaucoup, hein, parce que c'est mon choix l'année dernière où je suis venu questionner ça, le pourquoi je faisais, et je pouvais avoir des actions à côté ou même au sein de l'organisation, mais finalement, ce que je faisais n'alimentait pas un monde meilleur à ma définition. Et c'est un vrai questionnement. On a eu le débat, hein, Tout à fait. même ensemble, hein, Oui. sur ce sujet-là, qui est un débat sociétal et qui n'est pas que sur l'acteur économique, mais aussi sur l'acteur politique. Oui. Et Oui. Mais on l'a même eu au sein de ma petite entreprise, Ouais. hein. Enfin, en portant le projet ma petite entreprise, parce que c'est un projet de sens. On s'est posé la question sur le vrai sens de notre action, en fait, hein. Ça permet de choisir et ça permet de se remettre en question dans son activité actuelle, hein, Oui. la discussion qu'on a eue. On parle aussi souvent, enfin on parle pas souvent dans notre podcast, hein, l'objectif est aussi de parler de management, de désacraliser le management. Donc on peut y inclure de la gouvernance, on peut y inclure de la participation, de la coopération, de l'intelligence collective, on peut y inclure tout ce qu'on veut. Oui. Quelle est votre action, vous, ou votre modèle concernant cet axe managérial ? Donc nous, on est une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Donc on est sur une forme de gouvernance très horizontale, j'ai envie de dire. On a des cercles de décision qui sont représentatifs des acteurs de notre coopérative. On a une directrice générale, on a une présidente, en l'occurrence moi en ce moment, sur un mandat de 3 ans. Et on a des sociétaires qui prennent part au projet commun. Et notre choix de SIC chez Imatera, en l'occurrence, c'est que une femme, une voix, un homme, une voix, quelle que soit la part que l'on a pu souscrire. On peut avoir pris plusieurs parts et pour autant, on aura une seule voix. Et les salariés, tout comme les sociétaires qui peuvent être de grands dirigeants d'entreprise, ont le même pouvoir de décision, donc une voix. Et tout le monde n'est pas forcément sociétaire. Alors, dans les décisions, on a une AG annuelle, et donc ce sont les sociétaires qui donnent leur Ce que je veux dire, c'est que voix. dans une entreprise, donc là-bas, c'est une structure juridique classique. Oui. Dans une entreprise, il peut y avoir des activités sous forme de scope, skip ou autre. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je crois que non. Mais c'est pas forcément toute l'entreprise qui est comme ça. Est-ce que c'est forcément toute l'entreprise qui est comme ça ? Nous, Pas forcément chez vous, hein. Alors, mais l'idée, c'est après, il peut y avoir des espèces de filiales, entre guillemets, qui ont une forme juridique un peu différente. D'accord. Donc ça veut dire que dans une structure, si tu veux transformer aujourd'hui une structure existante, C'est mieux de tout transformer. il faut que tout le monde soit actionnaire, on va dire, enfin sociétaire, pardon. Oui. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une société qui, on va dire à 90% souhaite se réinventer, mais tu as toujours des réfractaires qui ne veulent pas devenir sociétaires et du coup qui peuvent bloquer le projet ? Ça arrive, oui. Comment tu gères ça ? C'est que le moment n'est pas venu. Ou alors ils sortent. Tu Ceux sais- qui ne tu sais souhaitent pas pourquoi je te devenir dis ça sociétaires peuvent sortir Parce que du c'est- projet. Moi, je te parle de ça parce que c'est le problème de l'unanimité. Au final, tu te Oui. dis il faut que 100% des personnes soient d'accord. Et c'est un petit peu le sujet qu'on a vu avec Aurélia et Romain sur l'intelligence collective où d'un moment, à trop demander à tout le monde, l'accord de tout le monde, ça peut mettre des freins. Moi, je te pose la question parce que la force, selon moi, d'une PME, c'est aussi d'être agile, de s'adapter. Donc là, le changement de statut, enfin pas le changement de statut, le changement de gouvernance est une forme d'agilité, mais ça peut aussi contraindre et restreindre l'agilité. Alors en fait, c'est pas parce qu'on J'espère que tu vas me contredire. c'est pas parce que nous sommes une coopérative ou qu'une structure est une coopérative que tout le monde doit être d'accord pour que la décision soit prise. Pas du tout. Mais il faut qu'ils Chacun soient a tous ses sociétaires. responsabilités. Ouais. Et par contre, dans l'expression d'un avis, il faut être sociétaire Mhm. pour qu'on valide officiellement des décisions. Il y a des décisions pour lesquelles on sollicite un avis de partenaires qui ne sont pas forcément des sociétaires. Mais on vient se nourrir des autres pour fertiliser les regards et pour être sûr que notre projet est ancré sur les besoins et sur le territoire et pour répondre aux besoins des bénéficiaires, quels qu'ils soient. Et les sociétaires ne sont pas forcément en interne. On parle bien les sociétaires peuvent être une partie prenante externe. Exactement.
exactement. Nous, on a plusieurs collèges. On a un collège de salariés. Donc là, on est 100% dedans. Hein. C'est notre quotidien. On a un collège de pionniers. Donc c'est nos clients historiques ou nos partenaires historiques qui ont soit bénéficié de nos accompagnements, de nos missions, de notre proposition de valeur, soit c'est des partenaires. Et on a un collège de partenaires contributeurs. Et tous ne prennent pas part à toutes les décisions. Pour les âgés, oui, ils donnent leur avis, on a un quorum, etc. Mais pour les décisions de gestion quotidienne, eh bien, c'est Sophie, la directrice générale, et moi-même, en tant que présidente, qui prenons des décisions. Par contre, on va solliciter des sociétaires pour être sûr qu'on prend les bonnes décisions, qu'on a une prise de recul grâce à eux, une expertise aussi qu'ils nous mettent en partage, et on prend une décision éclairée. Mais la responsabilité revient en l'occurrence à moi. Et potentiellement à Sophie si elle est mandataire sociale. Exactement. Est-ce que c'est possible d'avoir des décisions prises au sein d'un collectif qui viennent à l'encontre d'une vision, à l'encontre d'une stratégie ou même d'un cadre légal et que vous soyez obligé de l'appliquer ? Nous, on a un comité de coopérative qui est composé de représentants des différents cercles. Et ils ont un avis consultatif. Donc, ils nous donnent un avis sur les propositions que nous faisons. Et donc, c'est la présidente ou le président et la DG ou le DG qui construit la stratégie de développement, les grandes orientations, la vision. Nous, on s'appuie beaucoup sur l'équipe de salariés. On travaille vraiment en collectif là-dessus, en intelligence collective. On co-construit le projet d'Imatera et on le propose aux sociétaires. Et les sociétaires, à l'AG, nous donnent leur accord pour qu'on y aille ou pas. Et généralement, on travaille suffisamment bien et en intelligence collective et en prenant justement en appui leur expertise et leur patrimoine pour qu'ils n'arrivent pas le jour de l'AG et « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est qu'on l'a déjà travaillé avec eux, on l'a déjà challengé, on leur a demandé leur avis, ils ont co-construit avec nous, ils ont contribué avec nous au projet global. D'accord. Donc le jour de l'AG, s'ils disent non, c'est qu'on a peut-être un sujet d'alignement en termes de valeur, en termes de vision, en termes de projection, mais on a toute l'année pour bien le préparer et pour le travailler ensemble. Donc on a des instances pour le faire. Et nos sociétaires sont nos bénéficiaires pour une grande partie. Donc nos clients ou nos partenaires avec qui on a des missions ensemble. Donc si vraiment il ne nous valide pas ce qu'on propose qui a été travaillé collectivement, c'est qu'il faut qu'on retravaille tous ensemble notre raison d'être, notre stratégie globale. Ouais, tout à fait. Moi, ça me fait, sur la coopération et sur cette forme juridique-là, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas connu, en fait. Oui, mais c'est des peurs. Hein. C'est des peurs. Alors, c'est pas connu et c'est pas vécu, en fait, par la plupart des gens. Déjà, c'est connu, mais c'est galvaudé. Oui. Il y a un biais. Un biais. On pense coopérative. C'est orienté déjà, en fait. Coopérative laitière. Voilà. La coopérative agricole, hein, coopérative agricole. C'est peut-être la genèse de la coopération, mais en tout cas, c'est pas une fin en soi. Non, et puis les coopératives agricoles, heureusement qu'on a eu des coopératives agricoles, et heureusement qu'on en a encore, et qu'on en a encore. Il faudrait qu'elles renaissent sur certaines filières agricoles, et pas que dans les filières agricoles. Mais la coopération, c'est vraiment comment est-ce qu'on met ensemble dans un pot commun pas que l'aspect financier, mais bien son patrimoine, son expertise, pour résoudre des problèmes et trouver des solutions ensemble à quelque chose de plus grand. En fait, la nature fonctionne comme ça. Il n'y a que nous, êtres humains, qui sommes en résistance là-dessus ou qui avons des peurs. Mais la nature fonctionne comme ça. Les végétaux, les animaux, l'ensemble des écosystèmes naturels qui composent l'habitabilité du vivant, de la biodiversité, fonctionnent en coopération. Il n'y a que nous, êtres humains, qui avons un petit souci soit d'ego, soit de crainte. Pourquoi, selon toi ? C'est tout à fait personnel. Peut-être parce que nous sommes allés vers des modèles de compétition. Mais parce qu'on n'a pas eu besoin aussi. C'est-à-dire qu'on a développé des savoirs au fil des années. Hein, je dis des savoirs au sens technologique aussi, qui font que c'est trop facile en fait. Oui, on a eu un besoin aussi d'aller vers du volume, de consommer.
Un lion, il mange ce dont il a besoin. Chaque animal mange ce dont il a besoin. Mais nous, effectivement, avec l'émergence des innovations, des nouvelles technologies, avec cette soif de posséder, ou cette envie de posséder, ou cette culture de la possession, de la propriété, eh bien, a un peu détourné les besoins primaires, entre guillemets, qui sont les nôtres. Et on se rend compte que même là, sur les besoins primaires, toute la population n'a pas accès aux besoins primaires. C'est le vrai sujet de la pauvreté et de ces inégalités sociales et sociétales qui ont des impacts sur les modèles économiques. Avec Eric, l'objectif du podcast et de ce qu'on souhaiterait proposer par la suite avec ma petite entreprise, c'était d'être acteur de ce changement de civilisation. Alors, être acteur, ça ne veut pas dire forcément faire, mais c'est faire partie de ce changement de modèle. Pourquoi ? Parce que on part du principe que l'objectif n'est plus le même. Tu vois ? Si tu vas bonder, je sens que tu as pris ta respiration. Je dirais que... Je parle de pognon. Oui, je dirais que les modèles coopératifs nous font repenser la manière d'être ensemble dans un espace de dialogue ou dans un espace de vie, tout simplement. Si je reprends la nature, il n'y a pas des arbres chênes tous ensemble d'un côté, des arbres saules tous ensemble d'un côté, des tulipes là, les renards tous ici. Je caricature. La vie n'est pas comme ça. Et nous, on a pensé des modèles où chacun était dans son silo et dans son expertise. Et dans son individualité Dans aussi. son individualité. Or, peut-être qu'il faudrait qu'on aille vers de l'individuation, où on se réaligne avec notre moi et notre soi. Donc, comment est-ce qu'on... Mais qu'est-ce que l'individuation ? On œuvre, quelle est notre place dans la société, et en même temps, comment on se révèle. Ça rejoint la quête, en fait. Et du coup, la coopération, c'est bien comment est-ce qu'on opère ensemble dans un écosystème. Et oui, il y a des frontières, oui, il y a de la complexité, oui, parfois c'est tendu, parfois on se méconnaît, parfois on a des peurs, parfois, oui, il y a des conflits, il y a des tensions, mais il y a aussi beaucoup de moments de partage et de co-construction. Et la coopération, on a souvent ce biais de dire « Oh là là, c'est bisounours, c'est des bobos je sais pas quoi », ou c'est des utopistes, ou c'est des cocos, des nouveaux communistes. Enfin, on a tout un tas de vocabulaires qui peuvent être associés à la coopération. Or non, c'est vraiment comment est-ce qu'on aborde la complexité et comment on co-construit ensemble autour d'une complexité. Donc c'est pas du tout bisounours, c'est un vrai défi. Et comment ça marche là le management au quotidien dans une entreprise avec même qui peut être très horizontale, mais pas à 100% à un moment donné. Moi, j'arrive pas à avoir une structure absolument horizontale. L'entreprise libérée, pour le coup, moi, j'y crois pas du tout. Je crois en des fondements de l'entreprise libérée, en des actions concrètes, mais pas à 100%. En quoi le management, dans un principe de coopération, comment concrètement ça se met en place, si tu peux nous en parler. Là on parle de manière, on parle, mais concrètement là demain, moi j'ai une entreprise de métallerie, je fabrique des ouvrages métalliques. Concrètement demain, mon entreprise en coopération, ça serait quoi ? C'est plutôt moi qui devrais te poser la question et pas qu'à toi. Alors je résume, je vais avoir des ouvriers, je vais avoir alors moi j'ai pas de chef d'atelier, mais j'ai des responsables, des référents selon les ateliers. Des fois j'ai des chefs, des fois j'ai des référents qui ont plus une compétence technique que d'autres ou un meilleur relationnel avec la direction que d'autres. Je vais avoir un responsable de production qui vient encadrer ce cadre de production, et après une direction générale. En fait, je dirais qu'il faut le mettre en intelligence collective avec tes équipes, et comment est-ce que ensemble vous vous organisez en co-responsabilité individuelle et collective. Donc co-responsabilité, ça veut dire qu'il n'y a pas de hiérarchie ? Si, il y a un responsable, un pilote, et il a des contributeurs, mais chacun est co-responsable. Puisqu'on sait que s'il y a un maillon de la chaîne qui ne fait pas ce qu'il a à faire pour répondre à une raison d'être collective, c'est déséquilibré. Et donc c'est ça la co-responsabilité, c'est que moi-même je suis reconnue dans mon expertise, dans la valeur que j'apporte à l'entreprise, et j'ai conscience que si je n'opère pas ce que j'ai à opérer en lien avec mes collègues, en lien avec mon responsable de projet
donc responsable Mmh. d'équipe, et en lien avec la raison d'être de mon entreprise, je mets en fragilité mon organisation. Je suis un maillon de la chaîne. Et c'est aussi très important d'avoir une efficience sociale. C'est que si on ne garantit pas la place de chacun, la reconnaissance de chacun dans l'entreprise, comment est-ce qu'il peut se sentir co-responsable ? Donc chacun est co-responsable, a un rôle, a un potentiel d'efficience. Nous, on a beaucoup travaillé ça au sein d'Imatera. Chacun, on a identifié notre potentiel d'efficience individuelle. Quelle est notre petite pépite que l'on vient mettre au service du projet collectif ? Et donc chacun, on a une petite pépite. On a un talent. Une compétence, voilà. Un talent, puis quelque chose qui nous fait vibrer et qu'on a envie de partager au reste de l'équipe et aux sociétaires et à nos bénéficiaires, à nos partenaires. Et donc, on arrive à construire une équipe où on est chacun un maillon et on se complète. Moi, il y a des choses que je n'aime pas faire ou que j'ai faites dans mon parcours précédent que je n'ai plus envie de faire. Pourquoi ? Pour plein de raisons. J'ai un parcours personnel, j'ai un parcours professionnel. Et j'ai plus envie de le faire. J'ai envie de découvrir autre chose ou de m'épanouir sur quelque chose qui vraiment me fait vibrer. Et donc, dans l'équipe, on a identifié qui était bien sur quoi, qui pouvait nourrir avec sa petite pépite le projet collectif. Et on a le droit d'en rediscuter. Alors, pas tous les 4 matins. Oui, on a le droit de se dire, voilà, on t'a confié un rôle parce que ton PEPS, c'était ça. Est-ce que ça te fait toujours autant vibrer ? Est-ce que tu te lèves le matin avec toujours autant de plaisir et de désir ? Ou là, on te sent un peu tendu parce que ton plan de charge, il est super chargé et tu vas avoir un gros projet pendant 3 ans. Donc, est-ce qu'on y repense ensemble ? Et puis, on a des formations régulières, on monte en compétences ensemble en équipe, on fait beaucoup de formations ensemble et chacun aussi fait des formations individuelles. Et donc, on a aussi envie peut-être et besoin de changer de rôle. Mais quand on a un rôle, on est co-responsable et on a des contributeurs. Et donc, on n'est jamais seul sur un projet. Donc, ça crée de la coopération en interne et donc, on a une gouvernance partagée puisqu'on est tous co-responsables. Par contre, il y a un pilote, c'est lui la tête de pont, c'est à lui qu'on s'adresse. C'est de la gestion de projet, toute simple. C'est à lui et lui, il est garant. Il est garant que le cadre est bien réuni et que les objectifs qu'on s'est fixés au service du projet commun sont bien atteints. Moi, ça me fait rebondir sur la complexité, ce que tu as évoqué tout à l'heure, parce qu'en fait, d'ailleurs, plus l'entreprise va être de taille importante, plus le système va être complexe, ou en tout cas peut l'être. Et souvent, un des écueils des gens dans les grandes boîtes, c'est de dire putain, moi je trouve plus ma place, j'ai pas de reconnaissance. Et d'ailleurs, mon manager m'en donne pas. Mais je dirais, c'est pas que le manager, c'est en haut la raison de pourquoi la boîte, à quoi elle sert, jusqu'à mon management au quotidien. Oui. Est-ce que, et je te pose la question, parce que moi c'est une question que j'ai souvent, et aujourd'hui je me dis qu'à partir d'une taille, il y a une telle complexité que je ne sais pas si c'est en fait un véhicule adapté pour que les gens soient heureux et trouver leur place et la reconnaissance. Quel est ton retour, toi, ton avis ? Je dirais que si à chaque étage, entre guillemets, ou dans chaque service, on sort un peu des silos classiques, mais qu'on travaille beaucoup plus en intelligence collective et qu'on croise, qu'on fertilise les regards, qu'on mélange la bourrache avec les carottes, avec les radis et qu'on y mette de l'orge, on contribue à la vivacité du sol. Et donc c'est ça, il faut qu'on fasse vivre les constituants d'un sol. Et donc une entreprise, un service, c'est un sol vivant. Il faut le garder vivant, donc il faut vraiment recréer de la vie. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de mauvaises herbes. Alors, c'est très utile les mauvaises herbes, c'est hyper utile les mauvaises herbes, il faut les choyer les mauvaises herbes. Et peut-être qu'à chaque étape, en fait, il faut avoir cette intelligence collective et déléguer. C'est-à-dire qu'on identifie un pilote, un responsable hiérarchique ou un pilote, ça peut être un responsable technique, tout simplement, qui est le garant. Et c'est notre porte-parole. Mais si on a de la coopération, il y a forcément de la confiance. Donc, on est à l'aise de confier la responsabilité à cet ambassadeur, à ce porte-parole, à ce responsable de projet qui va se sentir nourri de la puissance des uns et des autres pour porter plus haut que lui. Donc, à ses responsables plus haut. Et garder cette intelligence collective qui va se nourrir. Et c'est ça qui va permettre la coopération à tous les étages, même quand c'est dans une grande structure, une grande organisation complexe. Et selon toi, il faut forcément que l'avenir soit doté de 100%
de coopérative? Non. Non? La coopérative, c'est une forme, Ouais. c'est un statut. On peut très bien avoir des coopératives qui ne sont pas du tout coopératives à l'intérieur, dans leur gouvernance, Et dans à leur, l'inverse, des entreprises qui sont très coopératives sans avoir un statut de sans coopérative. avoir un statut de coopérative. C'est plutôt dans les actes. En termes de proactivité, comment est-ce qu'on fonctionne réellement? C'est pas tant le statut, la fichette sur son bureau ou le titre que l'on a sur sa carte de visite, mais c'est comment on le fait vivre au quotidien et comment est-ce qu'on atteint les objectifs qu'on se fixe collectivement. Donc c'est pas tant la forme, le statut qui est important, mais c'est ce qu'on en fait. Et d'un point de vue global, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs qui sont, j'espère, très éclectiques, hein, que ce soit des salariés, des managers, des responsables, des chefs de projet, des dirigeants, des gens qui travaillent dans l'administration publique? N'ayez pas peur, vous n'allez pas tous devenir coopératifs, ça n'a pas de sens. C'est pas l'objectif. Pourquoi? Ou du moins de penser coopératif? Oui, d'être en posture de coopération. Mais n'ayez pas l'objectif ultime de devenir une coopérative. En tout cas, c'est pas le message que l'on porte chez Imatera. Nous, on le vit au quotidien et on en est heureux et on est porteur de notre expérience. Et donc, on en parle avec beaucoup d'énergie, je pense. C'est ce qui nous nourrit au quotidien. On est tous entrepreneurs de ce projet commun et waouh, on a énormément de chance d'avoir cette opportunité et de la nourrir. Donc voilà, on le vit et on aime bien ce modèle-là parce qu'il nous ressemble en fait. Il est à notre image aussi. Peut-être qu'avec des nouveaux salariés, avec des nouveaux sociétaires, ce serait peut-être différent et peut-être qu'on changera un jour de statut, pourquoi pas. On n'est pas fermé. Mais en tout cas, ça nous va bien aujourd'hui et c'est à l'image de nos valeurs. Donc, n'ayez pas cette crainte. L'objectif ultime du monde pour sauver le monde n'est pas de devenir tous des coopératives, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on réunit ensemble nos forces, nos énergies, nos expertises, comment on les met en partage. Et c'est pas à perdre. Partager, ce n'est pas perdre. C'est dédoubler, c'est démultiplier nos forces. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus tellement d'autres solutions. Et c'est hyper nourrissant, intellectuellement, humainement, en termes de production, en termes de performance économique, en termes de performance financière, en termes de performance technique, en termes d'innovation, en termes d'innovation technique, mais même d'innovation sociale et sociétale, la low-tech sociale, c'est de fertiliser les regards, travailler ensemble, mener ensemble des projets communs en fait. Et c'est ça, je pense, qui nous porte. Moi, je sens beaucoup de passion dans ce que tu dis et d'énergie. À ceux qui écouteraient et qui se diraient non mais moi j'y crois pas du tout, qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour voir les choses peut-être différemment, ou en tout cas un premier pas? C'est pas facile tous les jours. Il n'y a pas de raison. Et en même temps, heureusement, je pense que je m'ennuierais. Moi, mais c'est ma personnalité qui fait ça. Je fonctionne beaucoup au nous. Je ne me réalise pas tellement par moi. J'ai besoin du nous. J'ai envie du nous. C'est hyper nourrissant. Ça donne du sens. J'aime les gens. J'aime les autres. Et du coup, je suis nourrie par ce projet. Moi, j'ai travaillé dans des grandes collectivités, j'ai travaillé dans des grandes entreprises, des plus petites entreprises. J'ai travaillé dans la fonction publique, j'ai accompagné des grosses politiques stratégiques avec des gros impacts économiques sur des sujets très environnementaux et très financiers. J'ai été indépendante. Et là après cette expérience en tant qu'indépendante, même si j'étais très investie dans des collectifs, dans des gros projets d'intelligence collective et de gouvernance participative, mais j'étais quand même indépendante avec ma propre structure. Et j'ai croisé Imatera, parce que je fonctionne beaucoup en constellation,
avec les écosystèmes. Donc j'ai croisé le chemin d'Imatera ou Imatera a croisé mon chemin, je sais pas trop. Les deux. Les deux. Et ça a matché, quoi. Et là, je suis quelque part j'ai tout un espace où je peux être moi-même, à me surpasser, à me nourrir, à donner à l'équipe, donner aux sociétaires, donner aux acteurs que l'on accompagne et pour qui on active de la coopération. Et je suis nourrie par ce projet. C'est un projet hyper nourrissant. J'ai pas la sensation de travailler. J'ai l'impression que je contribue à une œuvre. C'est pas prétentieux de dire ça, mais je trouve de l'utilité ensemble. Moi, Paul, donner, ça rend heureux hein, quand je te vois là. Ouais. Donc moi, je retiens ça. Donner, ça rend heureux. Ouais. Oui. Parce que là, tu es avec plein de passion, d'envie et tu communiques cette énergie-là. Et ça, c'est hyper fort. Mais ce n'est pas facile tous les jours. Et non. Et c'est nourrissant parce que ça te permet aussi de sortir de sa zone de confort. Ça te permet aussi de pas foncer tête sur le guidon tout le temps. Et c'est accepter de tenir compte des besoins des uns et des autres et de donner l'espace pour qu'ils puissent l'exprimer et de se dire, OK, moi j'avais mon prisme qui est le mien, de ma culture, de mon éducation, de mon expérience professionnelle. Le monde est en telle accélération aujourd'hui que rien n'est stable et rien n'est garanti. Donc c'est hyper nourrissant d'accepter la complexité de ce monde qui est en accélération, d'accepter la complexité des femmes et des hommes que l'on rencontre, des organisations que l'on rencontre, pour être en constante agilité et en proactivité. Moi, j'ai pas envie d'être en sidération par rapport à tous les enjeux qui se présentent. Être sidérée, ça m'arrive, mais parce que j'accueille les émotions et donc il peut m'arriver d'être sidérée, mais alors ça dure quelques secondes parce que j'ai une envie. Et puis l'équipe, j'ai une super équipe. J'ai la chance d'avoir une énorme équipe, pas en nombre, mais en puissance humaine, avec des sociétaires qui sont nourrissants. Donc j'ai cette chance-là. Donc je ne peux pas être sidérée. C'est pas possible. Où est-ce que tu pourrais orienter ceux qui nous écoutent et qui seraient curieux de découvrir plus en profondeur cette gouvernance ? Eh bien, il y a des unions régionales qui accompagnent les organisations qui souhaiteraient devenir des coopératives, des SCOP ou des SIC. Donc, on appelle ça des URSCOP, unions régionales des SCOP et des SIC. Donc, c'est des professionnels qui ont une expertise financière, comptable, juridique, organisationnelle, qui peuvent vous permettre d'identifier si vous avez un espace favorable à devenir une coopérative ou pas. Parce que tout le monde n'a pas forcément les ressources humaines et le cadre qui est le plus adapté. Donc je pense à l'URSCOP. Et après, il y a des organismes ou des fédérations qui peuvent être nourrissantes aussi sur ces nouvelles formes de gouvernance ou ces nouvelles formes de management. Même en termes d'intégration des enjeux aujourd'hui. Donc je pense au CJD, je pense à GERM, je pense à APM qui sont des réseaux de dirigeants. C'est des sujets qui commencent à vraiment s'intégrer dans l'écosystème, les écosystèmes locaux. Alors que ça existe depuis... Ça existe depuis longtemps, le CJD existe depuis longtemps, APM également. 82 ans. Ouais, 82 ans. Non, plus de 80 ans. Oui. Mais oui, il faut sortir de ces silos et aller à la rencontre des autres. Prendre le temps pour en gagner. Toi aussi, je note. Ouais, prendre le temps. Prendre le temps pour en gagner. Ça, c'est un bon type managérial. Ah, j'ai pas le temps. C'est souvent ça. Là. Ouais. Ah, attends, viens, on rate un truc. Non, j'ai pas le temps. Si, prends le temps. Et non, il a pas le temps parce qu'il a ses petites tâches qui le rassurent, mais il n'a pas le temps de se poser la vraie question. Après, si on est aligné avec le sens, la longue vue ou la boussole de l'organisation, finalement, on gagne énormément de temps parce qu'on priorise beaucoup plus. On sait où on va, pourquoi on le fait. Et bon, ça, c'est pas urgent. On le met au frigo, on choisit. Et puis,
choisir, c'est renoncer, mais c'est important aussi de renoncer. Oui. Ah oui. Oui. On n'est pas obligé de tout accepter. Et il ne faut pas tout Il accepter. ne faut pas. Ouais. Super. Mm. Un C'est grand vrai. merci. Merci à vous. beaucoup. Ouais. Ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on est ensemble. passé vite. Oui, c'est passé vite. Hein. C'est très très vite. Mais en même temps, il n'y a pas besoin de mettre trop la pièce. Hein. On sent que tu es passionné, donc ça déroule tout seul. Hein. Tu fais le travail à notre place, hein, limite. Ouais, hein. c'est clair. Non, Alors on a une petite enveloppe. Et rouge. oh là là, j'avais oublié l'enveloppe. Ouais. L'enveloppe à cachet, on va l'appeler maintenant. Hein L'enveloppe surprise. Alors, j'ouvre donc. c'est pas un billet. Hein, Ouais. Non, mais je l'aurais pas pris en plus. Comment casser ce prisme de la compétition et à quel point, selon toi, cela peut avoir un impact positif? Bon, c'est reparti pour un quart d'heure en fait. Exactement. Vaste débat. Compétition. Compétition, on parle d'efficacité le plus souvent et non pas d'efficience. Et du coup, moi j'aime beaucoup ce mot efficience qui n'est pas toujours très bien compris, qui est un quoi la peu différence touffu. Efficacité, on atteint un résultat et voilà, on a un point B à atteindre, on part d'un point A, on y va, on s'est entraîné, on le fait en temps de secondes et on atteint le résultat et l'idéal c'est d'être le premier avant les autres. Ça, c'est plutôt de la compétition. Moi, je suis pas très compétitive et dans la coopération, je pense pas qu'il y a je pense pas et il n'y a pas de place pour la compétition, puisqu'il faut qu'on arrive tous au même résultat, au même endroit, au même moment, avec les meilleurs moyens. C'est-à-dire les moyens qui ont le moins d'impact négatif. Donc, comment est-ce que, quand on est en coopération, on met de l'efficience au service des moyens que l'on réunit ensemble pour atteindre un objectif commun. Donc, pour moi, la compétition, c'est vraiment de l'efficacité. Donc, c'est bien, oui, il faut avoir des résultats, mais je préfère la coopération avec une efficience globale, systémique. Comment est-ce que on est vigilant sur les moyens que l'on réunit ensemble avec le moins d'impact négatif possible. Ce que tu dis, c'est pour arriver à un endroit, c'est quel est le chemin et quel est le chemin le plus respectueux, agréable pas au sens individuel, mais finalement pour l'écosystème avec autour. Avec le plus d'impact positif. Oui. Donc comment est-ce que pour mener ce chemin, on réunit nos moyens que l'on met au pot commun, et pas que les moyens financiers, pour avoir le moins d'impact négatif possible et démultiplier ces impacts positifs. Deuxième question. Pas de compétition, non. Je pense que c'est plus adapté. Je pense que ça ne l'a jamais été, mais c'est encore moins adapté aujourd'hui. J'ai une deuxième question. Il y a un deuxième volet, non ? Comment casser ce prisme de la compétition et à quel point, selon toi, cela peut avoir un impact positif ? Non, c'est bon. Je l'ai un peu répondu, non ? Ouais, ça compte. Mais non, ça compte. Ça va, ça compte. Tu valides ? Beaucoup plus maligne que ce que je pensais. On va rediscuter. Merci beaucoup. Merci à toi, merci de ta disponibilité. Grand merci. Et puis pour d'avoir partagé avec le cœur. Oui. Parce que tu as partagé avec le cœur, on l'a ressenti. Senti, hein. Ouais. Là, il y avait de l'authenticité là. Ouais. Là, on peut pas faire autrement. Non, je peux pas faire autrement. Non, pardon. Non, t'excuses pas, surtout pas. Merci beaucoup, Séverine. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci, Paul.